bienvenue à cette 6e édition des rencontres universités qui a pour thème ce soir la vie et la mort. Alors les rencontres universités sont des rencontres évidemment à l'initiative du théâtre de la Cité qui a souhaité en fait ouvrir ce lieu qui est le théâtre au-delà du théâtre. Donc depuis 2 ans je crois, on organise des rencontres sur des thèmes très divers et avec des invités qui sont issus de domaines très diversifiés de façon à débattre de sujets. Et nous allons débattre ensemble, enfin c'est pas débattre, nous allons discuter, converser autour de différentes thématiques. Aujourd'hui donc la vie et la mort. Et donc nos invités vont échanger et vous allez vous aussi pouvoir intervenir, donc vraiment n'hésitez pas. Les rencontres universités sont des rencontres qui sont les vôtres. Donc à tout moment, s'il y a des questions, des remarques, des envies de partage, vraiment n'hésitez pas. Exceptionnellement, il n'y aura pas de micro du fait des conditions sanitaires. Donc on vous demandera d'essayer de projeter votre voix et éventuellement je vous relirai la question ou la remarque si on n'entend pas ici au niveau du plateau. En tout cas, merci beaucoup d'être présent, d'être de plus en plus présent, j'ai l'impression, à notre université. Voilà, c'est super de vous retrouver et d'être là avec nos invités pour débattre d'une thématique qui est une thématique très très vivante, vous verrez. Je voudrais juste repartir effectivement du choix de ce thème-là. En général, les thèmes universités ne sont pas associés à des spectacles, mais exceptionnellement, on a eu envie de revenir à une thématique qui est au cœur d'un des spectacles qui a été programmé ici, dans le Cube, qui était le spectacle d'Anna Nozière, Esprit. C'est un travail qui a été donc présenté du 4 au 10 novembre, et ce travail convoque la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus avec nos morts, et plus généralement sur notre rapport de vivant avec la mort. Le titre retenu pour la rencontre est « À la vie, à la mort », une expression qui traduit des liens très forts entre deux personnes unies au-delà même de la vie, c'est-à-dire donc jusqu'à la mort. Et cette expression rend compte évidemment du fait que la mort n'est pas synonyme de fin, mais nous y reviendrons avec Yves, je pense, sur cette question de la finalité. On aurait pu intituler la rencontre « La vie, la mort » sans ponctuation, pour souligner le rapport étroit entre ces deux notions, qui en fait ne s'opposent pas, mais s'articulent l'une avec l'autre. On aurait pu évidemment choisir ce titre, mais il avait été déjà pris par Jacques Derrida, donc on a choisi un autre. Aujourd'hui, pour cette 6e édition, nous accueillons 4 invités que je vais présenter brièvement, par ordre alphabétique. Éric Cruesi, qui est ici présent, qui est médecin, archéologue, professeur d'anthropobiologie et spécialiste de la question des rites funéraires. Yves Lignon, à ma gauche, qui est mathématicien, fondateur du laboratoire de parapsychologie et qui a fait des phénomènes du paranormaux sa spécialité. Anne Nozière, Anna, là ça commence mal. C'est moche. Anna Nozière, qui est autrice, metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Polka, et donc, comme je le rappelais, elle est créatrice de la pièce Esprit. Et enfin, Michel Olivier, qui est anesthésiste, réanimateur, alcoologue. Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'Université Toulouse Jaurès et plus spécifiquement le laboratoire CAS que je représente. Elle a été pensée et réalisée, comme on dirait à la radio, avec Émilie Prader, qui est responsable du public. Et je tiens à remercier Émilie, en remerciant l'équipe technique qui a créé cet espace très convivial et grâce à qui nous sommes sonorisés. Donc merci à eux. Et je précise également, avant de commencer l'échange, qu'il y a une librairie dans le hall du théâtre et que certains des ouvrages des personnes ici présentes y sont proposés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller flâner à la librairie après la rencontre. Je vais commencer par une question assez précise à chacun de nos intervenants de façon dont on peut situer leur endroit de prise de parole.
Et puis ensuite, voilà, peut-être rebondiront-ils sur des choses qui ont été dites, peut-être vous, vous souhaiterez intervenir, ou peut-être pas, et j'ai plein de questions. Donc voilà, la discussion aura lieu quoi qu'il en soit. Alors je vais commencer avec vous, Michel Olivier. C'est quoi la vie et c'est quoi la mort? Quand est-ce qu'on déclare quelqu'un de mort? Il y a la mort clinique, il y a la mort cérébrale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mort? Oui, c'est assez simple. C'est pas tout le temps admis par tout le monde, mais la première chose, on peut imaginer que la mort, c'est l'arrêt du cœur, ce qui est faux. On peut très bien avoir des arrêts cardiaques récupérés, et des gens qui vont revivre après en réel arrêt cardiaque. C'est le travail du réanimateur, du SAMU, des chocs et des médecins spécialisés là-dedans. La réalité de la mort, c'est quelque chose d'irréversible, et la seule chose qui soit irréversible, c'est la mort des cellules cérébrales. Donc à partir du moment où les neurones sont morts, là, on n'a pas encore trouvé les moyens de les réanimer. Donc on peut considérer que la mort, c'est lorsqu'il y a un électroencéphalogramme plat. Ce qui pose un problème, si je regarde dans l'histoire des hommes politiques, il y a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pas été déclarés morts alors que leur cerveau l'était, et qui ont été maintenus en vie par les moyens de réanimation. Mais voilà, c'était une vie artificielle parce que l'institution autour d'eux a décidé que ce n'était pas le bon moment pour eux d'être déclarés morts. En réalité, ils étaient vraiment cérébralement morts, mais après, bon, on a les moyens de les maintenir en vie en les nourrissant, en les ventilant. Voilà, on maintient les fonctions de base, mais on ne maintient pas le cerveau. Et vous, l'institution à laquelle vous appartenez, qui est l'hôpital, quels sont les critères qui vont faire que vous arrêtez de réanimer? Les critères sont ceux de la mort cérébrale. À partir du moment où il y a mort cérébrale, on n'a pas de raison de continuer une réanimation. Merci. Yves Lignon. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du paranormal et du parapsychologique pour démarrer? Oui. Le paranormal, d'abord, c'est un mot fourre-tout. C'est un énorme sac dans lequel on met des tas de choses, et je ne vais pas vous en faire l'inventaire, parce qu'il existe une définition scientifique du paranormal, du phénomène paranormal, qui est connue et acceptée depuis 1967. Elle a été proposée par des physiciens allemands. Un phénomène paranormal, c'est un phénomène qu'on peut mettre en évidence en utilisant la méthode scientifique, mais dont aucune théorie scientifique actuellement connue, actuellement c'est théories indépendantes, dont aucune théorie scientifique actuellement connue ne rend compte. Autrement dit, on constate, mais on ne connaît pas les mécanismes, les lois de ce phénomène. Et par conséquent, on peut le reproduire à volonté. Quand on parle beaucoup du vaccin, on vous vaccine parce qu'on sait pourquoi on vous vaccine, pourquoi le vaccin fonctionne. Et là, les phénomènes dits paranormaux, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Et le parapsychologique? Alors, le parapsychologique, c'est la catégorie de ces phénomènes paranormaux qui sont propres au comportement humain. Autrement dit, c'est ce que souvent pour le grand public on appelle la voyance, la télépathie, l'action du guérisseur. Un exemple de phénomène paranormal et non parapsychologique, c'est le phénomène ufologique. Puisque là, le phénomène ufologique, personne n'est impliqué. Quand on voit un ovni, personne n'est impliqué. Personne ufologique, les ovnis, ce qu'on appelle les ovnis. Il n'y a pas quelqu'un impliqué directement. Alors que quand le magnétiseur agit, lui, il est impliqué. Quand on va consulter le voyant, aussi. Donc le paranormal, c'est on n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication en l'état actuel des théories scientifiques. À partir du moment où on dirait on n'a pas d'explication du tout, point plein final, on basculerait en dehors du champ de la science. On tomberait dans le champ de la religion, de la philosophie, qui sont tout à fait respectables, mais qui ne concernent pas la science.
Les sciences dures. Oui, les sciences dures et même les sciences humaines. L'étude des phénomènes parapsychologiques est très pluridisciplinaire, parce que tout commence quand quelqu'un arrive en vous disant « J'ai rêvé que le garage, je prends un témoignage que je connais, j'ai rêvé que le garage à côté de mon immeuble brûlait, et le matin, quand j'ai ouvert les volets, il y avait encore les pompiers. » Et donc ça, c'est quelqu'un qui le raconte. Et le premier qui doit recevoir ce témoignage, c'est le psychologue, c'est pas le mathématicien. Donc c'est pluridisciplinaire. Merci. Éric, donc comme je disais, vous êtes spécialiste des rites funéraires. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Un rite funéraire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour accompagner le mort ou est-ce que c'est pour accompagner les vivants qui disent au revoir à leur mort? Alors, un rite funéraire, ça sert à deux choses. D'une part, ça sert à congédier le mort, c'est-à-dire qu'il faut qu'il parte. Et ensuite, ça sert aux vivants pour commencer à faire leur deuil. Et faire son deuil, qu'est-ce que c'est? C'est raconter une histoire sur le mort. Ça commence comme ça. Donc les rites funéraires, c'est ça. C'est-à-dire faire partir les morts et commencer à raconter une histoire sur les morts. Et marquer aussi, et pour faire partir les morts, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut effectivement marquer ce moment de la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire partir quelqu'un qui serait toujours présent. Et on ne peut pas raconter une histoire sur quelqu'un qui est toujours présent. C'est toujours, je dis ça en plaisantant, on ne raconte pas des méchancetés sur sa voisine quand elle est là. D'accord? Il faut qu'elle ne soit pas là pour raconter des méchancetés sur sa voisine. Et donc c'est pour ça que finalement les rites funéraires, j'ai proposé une définition, non pas une définition si vous voulez, mais une séquence chronologique de ces rites funéraires. Il faut voir le mort pour commencer à comprendre qu'il est mort. Il faut le cacher ensuite, parce que si on veut raconter une histoire dessus, il ne peut plus être présent. Et une fois qu'on l'a caché, on va le métamorphoser, le sacraliser. Alors la différence entre métamorphoser et sacraliser, c'est un peu subtil, ça dépend des religions, ça dépend de ça, mais métamorphoser un mort, qu'est-ce que c'est? C'est raconter une histoire sur quelqu'un qui n'est plus là. Et à partir de là, si vous voulez, on va effectivement, eh bien, ou bien aboutir à une histoire qui va nous convenir, et on va faire son deuil, ou on n'aboutira pas à une histoire qui va nous convenir, et on ne fera pas son deuil. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire son deuil de quelqu'un qui a disparu corps et bien, c'est-à-dire dont on n'a pas retrouvé le corps? Alors, c'est la question de savoir si effectivement l'action de voir le corps, ou de ne pas voir le corps est importante. Alors, dans nos sociétés, on connaît les cénotaphes, qui sont pour les sépultures dites ad honorem, c'est-à-dire les gens qui sont morts, par exemple leur mère, et on va quand même faire un enterrement pour marquer ce moment de la séparation. Et une grande question qui se pose à l'heure actuelle, c'est peut-on faire son deuil sans avoir vu le mort? Or, il y a beaucoup de plus en plus de personnes qui ne veulent pas voir leur mort. Et donc la question qui se pose, donc ça implique deux questions. C'est en fait, est-ce qu'elles y étaient réellement attachées? Et ça, je dirais, c'est un peu provocateur, mais finalement, c'est quelque chose qui se pose. Et la deuxième, c'est, est-ce que sans le voir, elles vont pouvoir faire leur deuil? Alors ça pose ensuite une autre question, c'est-à-dire que dans nos sociétés, par exemple, un des grands éléments de notre société, c'est les jardins du souvenir. Je ne sais pas si vous connaissez ce mode non pas d'inhumation, mais en fait, la personne, il va y avoir une crémation, donc on va récupérer les cendres, et elles vont être dispersées dans un jardin du souvenir, où, souvent on ne le dit pas aux gens, en fait, ils ne l'intègrent pas. Tellement il n'y a plus d'emplacement pour eux. D'accord. Et il n'y a plus d'emplacement. Alors quand je dis ils ne l'intègrent pas, c'est quand on discute avec les gardiens de cimetière, ils nous disent que pour la Toussaint, par exemple, il y a des familles entières qui sont dans ces jardins du cimetière et qui ne savent pas où poser le pot de chrysanthème, d'accord, et qui essayent de retrouver un emplacement, alors que c'est justement fait au départ dans l'esprit pour qu'il n'y ait pas de pot de chrysanthème. Si vous voulez. Donc ce qui montre qu'il y a... Et la question qui se pose et qui est justement les différences, vous parliez de rites funéraires, des différences finalement entre populations, entre cultures,
c'est que quand on met comment faire son deuil, c'est une question ça, quand on a une tombe, c'est-à-dire qu'il reste, je vous dis, il faut cacher. Mais quand il reste une tombe, parfois, ça peut être gênant. Il y a des gens qui retournent au cimetière tous les jours parce qu'ils ont un point d'accroche. Comment cacher? Parce que finalement, on dit on cache la personne. Et on la cache, mais on sait qu'elle est là. Alors que vous avez d'autres cultures où on va jeter les cendres, par exemple, dans le Gange, ça, et à ce moment-là, dans l'esprit des gens, la personne se rattache à un grand tout. Et quand on regarde le fleuve, quand on regarde le pays, etc., à ce moment-là, on se met, je dirais, en communion avec elle. Alors que quand il y a une tombe, la communion, elle peut se faire éventuellement au niveau de la tombe. Donc voilà, j'ai un peu développé, si vous voulez, mais effectivement, les rites funéraires, c'est pour faire partir les morts pour les vivants. Pour rebondir sur les personnes qui ne veulent pas voir les morts, j'ai souvent été confronté dans le cadre de polytraumatisme d'accident de la route à des morts laids, abîmés. Et j'ai rencontré des gens qui ne voulaient pas voir ce mort-là parce qu'ils avaient peur du traumatisme que ça allait leur faire, de l'image qu'ils allaient garder, alors qu'ils voulaient garder l'image de quelqu'un de beau, de vivant. Et donc ce refus de voir le mort, l'explication était là. Je ne peux pas garder en moi cette image qui va me traumatiser et m'empêcher peut-être de faire le deuil. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien connu, parce que donc, je ne suis pas rentré dans le détail, mais quand on dit voir le mort, en fait, c'est pas voir le mort, c'est voir un mort resocialisé. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire son deuil. Donc j'ai dit qu'il fallait commencer à raconter une histoire sur ce mort. Et la façon dont on va voir ce mort, effectivement, va commencer l'histoire. Je prends souvent cet exemple. Imaginez que vous ayez quelqu'un qui a été général et qui meurt à 70 ou 80 ans. On peut le présenter à sa famille habillé en général. Et à ce moment-là, on renvoie à une histoire qui est assez ancienne, finalement. On peut le présenter à sa famille comme le grand-père aimant qu'il a été. Là, c'est une autre histoire qu'on raconte. Et ensuite, il y en a une troisième, et qu'on ne va pas raconter, c'est le présenter dans sa famille, s'il a eu une longue agonie ou un accident de la circulation, comme vous dites, dans un état, je dirais, qui est non présentable. Donc on a différentes solutions, et au moment justement de voir le mort, en fait c'est le mort resocialisé qu'il faut voir. Alors, effectivement, s'il n'est pas socialisé, je dirais que, par exemple, l'archéologie, moi je m'intéresse beaucoup, en fait, je suis un archéologue, je fouillé beaucoup de tombes, ce qu'il faut voir, ce qu'on voit dans les tombes, ce sont des morts resocialisés. Quand on voit un paysan médiéval ou du haut Moyen-Âge avec une épée, on sait que la plupart n'en avaient pas, ils s'en servaient quelquefois dans leur épée. Mais dans la tombe, ils étaient enterrés comme des combattants. Vous voyez, donc c'est cette idée de resocialisation. Et donc on parlait mot-clé imaginaire, donc évidemment la transition vers Anna est toute faite. Donc Anna, est-ce que tu peux revenir sur le spectacle Esprit où les personnages au plateau vont convoquer leur imaginaire, qui est en fait aussi l'imaginaire des comédiens, pour refaire vivre en fait la mémoire en fait des êtres aînés disparus. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux parler de ton spectacle? Sur Esprit, revenir sur cette question peut-être de l'imaginaire, peut-être voilà, la porte d'entrée. C'est ça que tu... C'est la porte d'entrée de l'imaginaire. Alors, oublions l'imaginaire. Et juste repartons sur ton spectacle, sur ce que ça raconte et comment tu l'as préparé, ce que tu nous as montré au plateau à Esprit. Ok. Je vais quand même essayer de répondre à ce que je ne comprends pas, mais je vais tenter d'y arriver, peut-être que je vais y arriver. Donc, peut-être juste en quelques mots, j'ai demandé à chacun des acteurs qui m'accompagnent de choisir une personne décédée qui leur est chère, avec une proposition de départ qui était: nous allons cheminer avec ces personnes, sans savoir du tout ce que voudrait dire cheminer avec ces personnes. Et dans l'idée avant de penser à une forme ou à faire un spectacle, de dire: tiens, nous avons un théâtre qui est de toujours le lieu de rencontre entre les vivants et les morts. C'est ce qu'on fait au théâtre. On essaye de faire en sorte que les morts et les vivants se rencontrent à travers des histoires. Et si on essayait pour de vrai avec nos morts, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait?
est-ce qu'on pourrait passer 3 semaines, par exemple, ensemble, dans un théâtre, un groupe de 12, 14 personnes, de choisir chacun un défunt que nous aimons, et de passer du temps avec lui, avec elle, avec eux, et de voir un peu ce qui se passe et comment cette présence de nos morts, à travers des récits, à travers des photos, à travers ce qui se passera qu'on ne savait pas encore à ce moment-là, qu'est-ce que ça va construire pour nous chacun, mais aussi pour le collectif. Bon, ça c'est l'expérience de départ. Le résultat de cette expérience, c'était vraiment une arrivée de joie de vivre absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où chacun partageait l'histoire de ses morts, son rapport à la mort, et où parfois on attrapait une de ces histoires et on disait tiens, on va la mettre en jeu, on va la jouer, est-ce que tu veux être mon père, ma mère, tiens, enfilons cette veste, mettons cette photo ici, allumons une bougie, essayons de refaire quelque chose de cette vie-là, ou de rejouer un décès qui a été un décès difficile, et si on le jouait autrement, enfin, on s'est amusé comme des enfants dans un grenier. Et au fur et à mesure du temps, il y a une très très grande joie d'être là ensemble, de partager ça qui est arrivé. Et on a tiré de cette expérience, donc de spectacle Esprit, je vais essayer d'arriver sur l'imaginaire, qui est, alors ce qu'on a présenté là, c'est une des versions, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs objets qui sont nés de cette expérience, mais en tout cas, voilà, ce spectacle met en scène 5 acteurs, et les photos de leur mort, et raconte un peu ce chemin, quoi, ce chemin dans lequel, effectivement, ça y est, j'y arrive, l'imaginaire de l'auteur ou du metteur en scène que je suis a pris le dessus. Donc ça part de l'expérience, ça part d'histoires vraies qui sont racontées au plateau, de témoignages qui sont très très proches de ce que les acteurs ont vécu ou vivent ou avaient envie de dire, et qui, disons, est une métaphore un peu imaginaire de ce que nous avons vécu, c'est-à-dire d'une relation avec les morts qui s'est densifiée au cours du temps, et l'impression de les avoir rencontrés, en fait. À un moment donné, ils étaient là avec nous, dans la salle, pendant ces 3 semaines, et qui nous accompagnaient, qui nous entendaient ce qu'ils disaient, qu'on pouvait, voilà, donc, sur le plateau, traduit là dans le spectacle de manière un peu comme un clin d'œil, sous forme de spiritisme, et puis les morts vont se trouver débarqués dans le théâtre en pleine séance. Ça, c'est l'imaginaire du spectacle, mais au fond, c'est quand même la métaphore de ce que nous avons vécu dans ces expériences. Le sentiment qu'un dialogue était possible et une rencontre aussi. Alors, c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que vous avez dit que on va raconter l'histoire de quelqu'un que vous aimez, qui vous est cher. Est-ce que si vous aviez dit quelqu'un que vous avez aimé et qui vous a été cher, ça aurait amené une réflexion différente? C'est-à-dire, il a existé, il n'existe plus. Vous, il est toujours présent. Dans votre réflexion, il vous est cher, c'est quelqu'un que vous aimez. Donc ça veut dire qu'il est toujours là. Oui, alors je ne me serais jamais posé la question. Oui, non, mais effectivement, oui, ça ne me vient pas l'idée de dire j'ai aimé ma grand-mère. J'aime ma grand-mère, qui est décédée depuis 15 ans. Peut-être c'est l'occasion de poser la question à la salle. Si je n'aimais plus ma grand-mère, je n'aurais plus envie d'amener sa photo en répétition, par exemple. Je crois. Je ne vais pas pareil que quand elle était vivante, ça c'est sûr. C'est autre chose. Mais si je ne l'aimais plus, je n'en parlerai plus, je n'y penserai plus, je vous laisse parler. D'un point de vue tout théorique, hein, je reste purement théorique et je dirais universitaire. On est après tout dans des rencontres universités. La différence entre vous deux, c'est que si vous l'aviez aimé et que vous y pensez toujours, c'est que vous avez fait votre deuil. Et si vous l'aimez, c'est que le deuil n'est pas fini. Ça, je sais pas c'est une réflexion. Peut-être aussi se raconter que, enfin, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais peut-être résumer parce que les personnes n'étaient pas arrivées.
oui, il y a peut-être d'autres façons de faire son deuil que... Enfin, c'est peut-être même pas ça. Est-ce une obligation de faire son deuil? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, faire son deuil? Est-ce que ça veut dire oublier? Est-ce que ça veut dire... Et pourquoi est-ce nécessaire? Je ne vous disais pas que c'était nécessaire. Je ne disais pas que c'était nécessaire. Je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est quand même une injonction, faire son deuil. D'ailleurs, le fait même de dire, si vous parlez comme ça, c'est que vous n'avez pas fait votre deuil. Si vous aviez fait votre deuil, vous parleriez comme ça. Il y a quand même quelque chose toujours qui vient s'interroger à cet endroit, je trouve, du deuil, et particulièrement en ce moment, même si je sais que c'est une question assez récente. C'est toujours assez suspect de ne pas avoir fait son deuil. Et c'est vrai que ça serait intéressant de se demander pourquoi, je pense. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez posé une question à vos comédiens sur leur conviction à propos de ce qu'on appelle l'après-vie? Il y a des gens qui pensent que la mort, c'est la fin définitive, ultime de la mécanique biologique, il ne reste plus rien. Les gens qui adhèrent au christianisme disent non, il reste quelque chose, c'est l'âme. Les gens qui ont adhéré, à l'époque où c'était un mouvement de masse au spiritisme, disaient oui, après la mort il reste quelque chose, l'esprit, et cet esprit se manifeste dans la vie des vivants. Donc il y a diverses variantes, diverses possibilités, chacun peut avoir sa conviction. Et est-ce que vous avez demandé à vos comédiens quelles étaient les leurs? Jamais. Jamais. Donc vous ne savez pas si certains croyaient à l'au-delà, pour comprendre la prière ordinaire, et si d'autres n'y croyaient pas. Alors, j'ai jamais posé la question, mais comme j'ai vécu longtemps avec eux, je crois voir dans l'ensemble du groupe, même si après je pourrais nuancer bien sûr en fonction des personnes, mais que ça ne se pose pas tellement en termes de croyance dans l'au-delà, par exemple, ça je crois que c'est quelque chose qui leur traverse pas beaucoup l'esprit. Par contre, je pense que il y avait quand même dans le groupe une conviction profonde que les morts sont un peu avec nous, ce qui est un peu différent. C'est pas l'histoire, je crois, de la vie après la mort, je crois, ne nous a pas du tout intéressés dans cette affaire. C'est plus cette question de comment on continue à dialoguer avec quelqu'un qui n'est plus là, par exemple. C'était plus à cet endroit-là. Et bien sûr, les morts, je crois, sont présentes dans la vie de tout un chacun. Et c'est leur souvenir qui est présent. Un souvenir qui peut être plus ou moins travaillé, je suppose. Alors, non, pour répondre à la question exactement de qu'est-ce que c'est de faire son deuil, il y a une réponse, si vous voulez. C'est les écoles psychanalytiques considèrent que tant que vous pensez à quelqu'un et qu'au plus profond de vous-même vous avez un sentiment de tristesse, voire même des fois des larmes qui viennent aux yeux, votre deuil n'est pas fait. Si vous... Et tout à l'heure, je laisse, sans rentrer dans des détails intimes, d'accord, j'ai beaucoup aimé ma grand-mère. Mais là, vous reliez j'ai beaucoup aimé ma grand-mère. J'ai été très triste quand elle est décédée. Et j'y ai beaucoup pensé. Mais c'est une remarque personnelle. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez, je ne parlerai pas en disant j'aime ma grand-mère. Vous voyez, ça me vient spontanément. Je réponds à votre question. Je ne peux pas vous dire j'aime ma grand-mère. Je peux vous dire j'ai beaucoup aimé ma grand-mère. En fait, c'est pour répondre à votre question. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est que vous reliez l'idée d'y penser encore avec l'idée de la tristesse. Mais on peut y penser encore, beaucoup, souvent, sentir que les morts sont là avec beaucoup de joie. Oui, éventuellement. Parce qu'en fait, faire le deuil, là, en fait, ce serait accepter sans douleur que la personne ne soit plus là, en fait. Oui, tout à fait. Et accepter que la personne soit morte. Oui, quand je dis j'ai beaucoup aimé ma grand-mère, je n'ai pas de... Quand je pense à ma grand-mère, à l'instant, ce que vous faites penser à ma grand-mère, j'y pense au plus profond de moi-même, je dirais, avec beaucoup d'affection, mais je n'ai pas de sentiment de tristesse. Alors qu'il y a d'autres personnes dans ma vie où je ne me permettrais même pas, si vous voulez, d'en parler en public, parce que je pleurerais. Vous voyez? Donc pour cela, moi, le deuil n'est pas fait. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on parle du deuil, mais
le deuil, il y a des gens qui ne font pas, qui ne font jamais dans leur vie le deuil, par exemple, d'un examen. Ils ont été collés à tel truc dont ils pensaient que ça allait être le summum de leur vie, qu'ils allaient pouvoir faire cette carrière, et puis ensuite, ben, ils ont 65 ans et vous disent, je ne sais pas, moi j'aurais aimé rentrer dans l'armée, mais malheureusement, je faisais 1m55, je ne suis jamais rentré. Oui, on connaît ça. Donc, et puis, ils vous disent que c'est quelque chose qui m'angoisse, enfin, qui m'obsède. Donc là aussi, en fait, ils n'ont pas fait leur deuil de ça. Donc c'est quelque chose de plus général. Alors par exemple, moi qui aime mes morts avec beaucoup de joie, et vraiment une joie profonde de les sentir là, est-ce que j'ai fait mon deuil ou pas mon deuil? Ça, je peux pas, je me En permettrai théorie, pas de répondre. non mais en théorie, selon... Est-ce que ça vous empêche de vivre? Bah, non. Ça Non. Mais moi, dans mon métier maintenant, mon métier de médecin de la douleur, je trouve des gens qui n'ont pas réussi à faire leur deuil, c'est-à-dire à avoir une vision positive de la personne décédée. Ça leur prend le cerveau et ça leur empêche de vivre. C'est-à-dire qu'ils ont une souffrance telle qu'ils sont incapables de gérer leur douleur. J'ai bien dit souffrance et j'ai bien dit douleur. Leur cerveau pourrait être capable, et on le sait très bien, notre cerveau est capable d'atténuer, voire de supprimer la douleur, sur le plan scientifique. Maintenant, si le cerveau est occupé à penser sans arrêt à la personne qui est décédée, et qui est toujours présente là, il n'arrive pas à faire abstraction de cette personne, et donc à prendre en charge leur douleur. Donc j'ai beaucoup de mal, moi, avec ces gens-là. Et quand c'est pas une injonction de faire son deuil, mais je pense que c'est une nécessité pour pouvoir vivre correctement après, et pour avoir une intégrité de son cerveau. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire garder des bonnes choses. Et vivre, on peut les avoir à côté, mais quand ils sont tout le temps présents et tout le temps là et qui nous empêchent d'avoir notre vie, c'est un problème. Dans ce cas, c'est sûr, c'est problématique. Donc là, en fait, c'est des gens qui somatisent, en fait, qui n'aiment pas... Du coup, Non, ça, c'est... Alors là, je vais m'opposer au terme. Le psychosomatique, le somatique, c'est une bêtise. Il n'y a pas, on vous coupe la tête, vous aurez plus mal au corps. La relation de la tête et du cerveau et du corps, elle existe, elle est présente, elle est obligatoire. La question n'est pas de somatiser, ce sont des gens qui ont une vraie douleur, dont on connaît la cause, mais qui n'arrivent pas à remettre en place des contrôles spontanément, parce que leur cerveau est incapable, parce qu'il est occupé à penser à la personne qui est décédée. Et le jour où on arrive par des techniques, alors ça peut être des techniques cognitivo-comportementales, l'hypnose, ce que vous voulez, ou aussi un stress post-traumatique, des techniques de mobilisation des yeux, le MDR, on peut arriver après à leur permettre d'évacuer cette mémoire de la personne qui est toujours présente, pour leur permettre après de se prendre en charge. Et là, on les améliore. S'il y a une vraie pathologie sous-jacente, on ne les guérira pas, mais on les améliorera. Ils pourront vivre. Alors que moi, je les rencontre, ils ne vivent pas. Voilà. Et là, alors peut-être pour rebondir et me tourner vers Yves, alors vous évoquez, alors, ils ne somatisent pas, c'est que vous n'ont pas l'énergie, enfin les ressources en fait, pour pouvoir guérir, etc. Un cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois, qu'il soit masculin ou féminin. Ça reste à voir. C'est notre débat, c'est notre rencontre. On organisera notre rencontre. Il y avait, alors, dans certains récits de phénomènes paranormaux, vous évoquez des personnes qui entendent des bruits, ça tape dans une maison, alors on se dit c'est une manifestation de l'au-delà, etc. Et on se rend compte qu'en fait, c'est que la personne qui constate ces bruits, en fait c'est elle qui est prise par autre chose, qui fait qu'elle va... Il est plus rationnel de penser que l'origine de ces bruits se trouve dans le psychisme de la personne que de penser que c'est un monde qui se manifeste.
Effectivement, moi j'ai recueilli des dizaines de témoignages de personnes me disant d'une manière ou d'une autre qu'ils communiquaient avec les morts, que les morts se manifestaient. Et j'ai toujours essayé de leur expliquer qu'avant de parler de communication avec les morts, de manifestation des morts, il fallait démontrer que cette communication était possible et que ces manifestations étaient possibles. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple voilà, de personnes qui entendent des bruits et donc en fait on se dit ah c'est un fantôme, voilà. Et puis après et quel est le protocole pour des gens? J'en ai des dizaines. Je travaille depuis 2 ans sur un livre qui vous intéresserait un peu parce que c'est plus sciences humaines que c'est les histoires de la maison hantée en Occitanie. Et donc ça m'amène à faire des enquêtes qui quelquefois me font remonter loin dans le temps. Eh bien, au château de Montrepos-Riquet, on prétend que l'arrière-petite-fille de Riquet se manifeste. Bon, c'est bien joli. Sous quelle forme? Sous quelle forme? Ah oh là là, on l'entend marcher, elle se livre à des plaisanteries comme de faire sonner un téléphone qui est débranché depuis des années, un téléphone fixe qui était par là, puis on a dit on n'a plus besoin, donc on suspend l'abonnement, mais l'appareil reste en place, alors l'appareil sonne, on vous raconte tout ça. Et c'est une histoire qui est racontée par des bénévoles extrêmement dévoués qui restaurent le château. Et il vaut mieux avoir une histoire de fantôme quand on restaure un château que ne pas en avoir. Parce que quand on restaure un château, on a besoin d'argent et donc on a besoin de touristes. Et encore une fois, ce sont des gens pour qui j'ai le plus grand respect. Sauf que quand on leur dit, écoutez, vous prétendez qu'il y a des bruits la nuit, parce qu'en plus, cette arrière-petite-fille de Riquet a été décapitée, bien entendu, elle est morte juste avant Robespierre. Et donc, forcément, ça on n'a pas le droit d'être fantôme. On n'a pas le droit de se manifester si on n'a pas eu une mort tragique. Et donc, on a dit, écoutez-moi, je voudrais bien venir simplement et étudier les faits, quoi. Vous dites que ce téléphone sonne tout seul. Bon, ben, laissez-moi passer 48 heures avec un acousticien de l'université. On verra bien si on enregistre un son. Et là, vous vous heurtez devant un mur. Ah non, 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 ça remonte à monsieur le maire d'ailleurs, qui prend un arrêté disant qu'il ne faut pas venir faire une investigation scientifique. Carrément. Mais pourquoi on ne va pas détruire un rêve? Mais du coup, vous dites que bon, il y a des enjeux politiques, économiques, etc. Mais qu'en même temps, voilà, vous dites ces gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas conscientes ne seraient pas conscientes des enjeux qu'il y aurait avoir un fantôme chez eux, mais que du coup ils vont s'inventer ça parce qu'en fait inconsciemment ça va leur apporter de l'argent. Disons qu'il y en a qui sont conscients, il y en a qui n'en sont pas conscients. Il y en a qui savent très bien qu'on raconte une belle histoire sans fondement objectif, et il y en a d'autres qui veulent y croire. Mes petits-fils croient au Père Noël, vous savez. Je pense que... Et je ne les détrompe pas. Ils sont trop jeunes encore. Mais justement, comme on a besoin d'un Père Noël, peut-être qu'on a besoin aussi de fantômes. C'est ce que je me dis en vous écoutant, que l'histoire, bon là, j'entends, il faut trouver de l'argent pour le château et tout ça, c'est sûr que ça doit marcher. Mais, oui. Je ne dis pas que cette idée est dans toutes les têtes des gens qui s'occupent de restaurer le château, mais je suis certain qu'elle est dans certaines têtes, dans une partie des têtes. Il me faut une histoire de fantôme. Il y en a une autre du même type dans l'Allier, à Vos, exactement du même type. Un château à restaurer, et bon, il y a une certaine Lucie qui apparaissait. Les morts se manifestent. Les morts se manifestent, c'est un titre vraiment racoleur. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de ça, que les morts se manifestent? Ah, de jouer aussi avec ça, de jouer avec les fantômes. Parce que pourquoi viennent ces touristes? Donc il y en a plein qui ne croient pas, mais qui peut-être... Vous savez, personne... Moi, ça me donnerait envie d'y aller, par exemple. Pourtant, je suis bien convaincue que le fantôme n'y est pas. Oui, vous avez envie d'y aller. Ouais. Parce que vous avez comme tout bipède humain une attirance pour le merveilleux. Et je pense que nous avons aussi tous, moi le premier, un refus viscéral de la mort. Et je vous révèle un secret, j'ai reçu
cet après-midi et j'ai écouté pour la première fois un disque d'Art Blakey, qui est un musicien de jazz des années 60 de mon temps. Bon, il y a encore des gens qui fabriquent des disques et qui les vendent. Et c'est tant mieux pour les vieux comme moi. Bon, donc, ce disque vient de paraître, c'est un concert à Tokyo. Je l'ai reçu cet après-midi, je l'ai écouté avec grand plaisir, et je me suis dit, comme toujours, je trouve, quand tu seras mort, tu ne pourras plus l'écouter. C'est la manière de refuser la mort. Et tout le monde refuse la mort, chacun à sa façon. Marianne. Mais, alors, tournez les Est-ce que tout le monde a entendu ce que tu... Moi, j'ai pas entendu la première partie de ta question. Et donc, Victor Hugo qui faisait tourner les tables. Voilà, alors là, vous vous adressez aux mathématiciens, dont chacun sait, en regardant Wikipédia, qu'il est spécialisé en statistique. Donc, quand on lit les textes de Victor Hugo, obtenus par table tournante, on s'aperçoit d'abord que les morts parlaient comme Victor Hugo, c'est un peu drôle, il faisait du Victor Hugo, mais surtout que la table devait taper, mais c'était plus une table, c'était une mitraillette. C'était des rafales, il suffit de monter les consonnes et les voyelles, enfin on fait ça avec des modèles de linguistique mathématique, pour savoir que physiquement c'était impossible. Donc le fait que Victor Hugo ait fait tourner les tables, ça c'est avéré, et c'est un argument d'autorité, parce que Victor Hugo n'est pas du bon, pour les tenants du spiritisme. Et le spiritisme, c'est une doctrine philosophico-religieuse, ce n'est pas la science. Qu'on le veuille ou non. Et les spirites vous diront, oui, la preuve que les morts, les esprits des morts, il faut bien reprendre leur vocabulaire, la preuve que les esprits des morts existent et se manifestent, ce sont les séances de table tournante de Victor Hugo, ou celles que n'importe qui peut faire. Moi, j'ai observé dans ma carrière, si j'ose dire, plus d'une centaine de séances de table tournante, au point que quand on m'invite à l'heure actuelle, j'en ai assez, je n'y vais pas. Bon. Mais ce qui intéresse la science, ce sont les faits. Est-ce que la table a des mouvements incompatibles avec la physique contemporaine, avec les connaissances de la physique contemporaine, oui ou non? Ça, c'est un problème scientifique. Et puis, l'interprétation, la table bouge, il y a des gens qui ne se posent pas la question de savoir si physiquement on peut l'expliquer ou pas, il y a des gens qui se précipitent pour dire, puisqu'elle bouge, c'est que les esprits des morts se manifestent. Mais à ce niveau-là, on n'en est plus au niveau de la science. Et donc on est dans le paranormal. Non, puisque le paranormal, c'est une discipline scientifique, bien qu'on ne le sache pas souvent. C'est une discipline qui est reconnue, par exemple, par l'Association américaine pour l'avancement des sciences, donc qui est le label. On dirait en France l'Académie des sciences. Non, c'est avec le surnaturel. Et le surnaturel n'est pas un terme scientifique. Écoutez, il y a... Moi, mon père, c'est une anecdote que je raconte souvent quand on se lance dans ce type de discussion. Mon père était un homme très croyant, pas un délirant, mais un homme très croyant, qui n'aurait jamais manqué sa messe le dimanche, etc. Bon. Et toute sa vie, il a raconté à ses enfants, puis après à ses petits-enfants, un souvenir de son enfance à lui, dont il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Il avait été enfant de cœur. C'était il y a longtemps. Mon père était né avant 1914. Il a été enfant de cœur dans son village viticole. Et il y a eu à une époque un curé musclé qui, quand on avait une période de sécheresse, ou de pluie abondante d'ailleurs, organisait des processions, soit pour que la pluie tombe, soit pour qu'elle cesse de tomber. Et comme ce curé était musclé, quand il annonçait une procession, pendant le sermon du dimanche, il envoyait quelques piques à ceux qui n'étaient pas à la messe, mais qui étaient au bistrot d'en face, en disant « Dieu vous a à l'œil ». Et mon père, se croyant vraiment jusqu'au fond de la moelle, a toujours raconté, ce qui est extraordinaire, c'est que la pluie finissait par tomber, ou finissait par cesser de tomber, et quand elle finissait de tomber, eh bien, ça arrosait aussi les vignes de ceux qui n'étaient pas à la messe. Donc il était frappé par ça. Mais là, cette anecdote, elle explique bien la différence entre le fait que la science peut étudier
et l'interprétation que chacun peut donner en conscience. Mais dire que le spiritisme, c'est la table tournante, c'est la preuve que les morts se manifestent, donc c'est une preuve pour ceux qui croient au départ que les morts peuvent se manifester. Ah ben? Je ne crois pas. Ah oui, mais justement, oui, mais je vous l'ai dit, Victor Hugo, c'est un cas assez complexe. Pourquoi faisait-il tourner les tables? Parce qu'à l'époque, le spiritisme était un mouvement de masse. Le spiritisme est apparu aux États-Unis en 1850. Il a été codifié une dizaine d'années plus tard en Europe par quelqu'un qui utilisait le pseudonyme d'Allan Kardec et qui a joué pour le spiritisme un peu le même rôle que Saint Paul pour le christianisme, quelqu'un qui a établi la doctrine. Et donc, cette doctrine a séduit, et donc Victor Hugo, ma foi, a été séduit comme d'autres. Il n'y a pas que lui. Mais le fait que ce soit de mettre en avant Victor Hugo, c'est utiliser un argument d'autorité. Ça ne prouve pas, parce que Victor Hugo faisait tourner les tables, ce n'est pas la preuve scientifique que les esprits des morts peuvent se manifester. Ah non, tu voulais dire quelque chose. Bah, c'est quand j'écoute Yves, je me pose toujours, je me revient je me dis, mais pourquoi, en fait, faudrait-il savoir, faudrait-il prouver, faudrait-il... comment dire? Imaginons par exemple que j'ai une fille et j'aime ma fille. Et il me suffit de l'aimer. Je n'ai pas besoin qu'on me le prouve. Je l'aime, je n'en ai aucun doute. Et imaginons qu'une armée de scientifiques les plus connus qui soient viennent me voir et me disent « Voilà, Mme Nozière, on s'est enfermé pendant 10 jours, on a étudié la question sous tous ses angles scientifiques, etc. Et maintenant, nous pouvons vous en apporter la preuve d'après telle et telle étude. Vous n'aimez pas votre fille, et nous avons la preuve scientifique, par exemple. » Je dirais « Bah si, je suis désolée, mais j'aime ma fille. » D'abord, coup, est-ce que l'amour, ça se mesure? Non, mais je donne cet exemple pour dire que je vais essayer d'aller au bout de ma pensée. J'ai l'impression que quand on parle de tout ça, on retombe toujours sur cette dualité, quoi, de dire est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est prouvé, pas prouvé, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Par exemple, j'ai écouté Vinciane Després, là, plusieurs fois autour du sujet, la philosophe. Je trouvais très intéressant qu'elle mette en avant plutôt que le ou, le et, en disant mais est-ce qu'on ne pourrait pas sortir d'une pensée binaire et dire, et par exemple, elle donne un exemple, il y a ce qu'on appelle des doulas de la mort, enfin des sages-femmes de la mort, je ne sais pas, des personnes actuellement, si j'ai bien compris, au Québec, qui viennent accompagner des familles qui souhaitent garder leurs défunts chez eux au moment où ils meurent, pour ne pas les laisser trop vite aux mains des pompes funèbres, pour qu'il y ait un temps de veiller à la maison, etc. Et donc, elle raconte qu'il y a cette sage-femme de la mort, en fait, qui est là dans la maison, et puis des femmes de la maison, et un homme décédé, donc allongé sur, je ne sais plus quoi, le canapé, admettons, ou un lit, et une des femmes, je crois, qui dans la maison exprime le fait que ça lui est difficile de regarder ce défunt, parce que précisément, comme il est mort, je ne sais plus, en détresse respiratoire, ou je ne sais pas, peut-être vous me contredirez. Enfin, en tout cas, il a la bouche très crispée. Enfin, je ne sais plus, il y a un truc avec la bouche. Et elle dit ça, et ayant dit cela, il se passe 5 minutes, et quand les femmes se retournent à nouveau vers le mort sourit. Et le visage, la bouche a changé, le visage s'est transformé. Et donc, la femme dit « Ah, mais il nous a entendus. Il a entendu que c'était difficile pour moi de le voir comme ça, et donc il sourit pour m'apaiser. » Et la sage-femme des morts dit « Ou bien, il est, comment dire, pas victime, mais il est enfin, d'un phénomène physique qui est qu'à un moment donné, pour une raison de relâchement, je ne sais pas quoi, enfin, vous expliquerez ça mieux que moi, Michel, mais ce qui me touche dans ce que dit Vinciane Després, c'est qu'elle dit, en fait, à aucun moment, la sage-femme
de la mort, la doula de la mort, ne dit « Mais non, enfin, il n'est pas en train de sourire, c'est juste que c'est un phénomène de relâchement sur son visage et tout ça. » Il dit « Oui, peut-être, ou bien c'est ça. » Et elle laisse ouverte cette perspective sans la juger, en ayant conscience d'ailleurs que la femme, disant ça, n'y croit pas vraiment, mais que ça lui fait du bien et qu'elle a envie de laisser ce et, en fait, entre différentes hypothèses. Et je trouve ça beau, et je me dis peut-être que dans cette histoire, par exemple, de fantôme, c'est pas ou bien il est là ou bien il n'est pas là, peut-être qu'il est là et il n'est pas là, et c'est ça qui est très beau, quoi. Nous sommes à la fois d'accord et pas d'accord, puisqu'il y a d'un côté le phénomène physiologique qui transforme le rictus en sourire, et c'est celui-là auquel la science s'intéresse. Et puis après, il y a une interprétation qui est donnée, qui est extrêmement respectable, mais à propos de laquelle la science n'a rien à dire. Ni je suis d'accord avec vous, ni je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la même situation que l'existence de Dieu. L'existence de Dieu n'est pas un problème scientifique. Et là, quand quelqu'un rapporte à un chercheur comme moi en disant « voilà le sens que je donne », je réponds « c'est le sens que vous donnez, ne me demandez pas si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord, parce que c'est hors de mon champ de compétences. » C'est simple. Mais justement, la question que je me posais, c'était pourquoi souvent en revient-on à interroger la question de la croyance, à savoir si on est d'accord, pas d'accord, si c'est prouvé, si c'est pas prouvé, que souvent on retombe là-dessus, que ça m'interroge. Parce qu'on est curieux. Parce qu'on est curieux. On ne confronte pas le fait scientifique et l'interprétation du fait scientifique. C'est tout. Et pourquoi ça serait si grave? La question est peut-être un peu naïve. De quoi? De confondre, de mélanger le rêve et Parce qu'à partir du moment où on confond le fait scientifique, ou le fait, disons, mis en évidence par la raison, et son interprétation, ben, la porte est ouverte vers tous les dérapages. L'histoire de l'humanité est là pour le prouver, tout simplement. Et pour en revenir à la sage femme de la mort, comme vous l'appelez, quelle est sa finalité? Quel est l'intérêt de sa présence? Sa présence, c'est de permettre un passage qui se fasse le mieux possible. À partir du moment où elle n'interprète pas et où elle dit bon, oui, vous avez, c'est peut-être, en effet, il vous a entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait en disant ça? Elle a fait du bien pour la personne. Elle ne s'est pas positionnée sur un plan scientifique en disant non, non, c'est de la connerie, c'est parce qu'il s'est détendu. Non. Et elle est là pour les aider au rite de passage du deuil. Le fait qu'elle se souvienne pas du visage crispé, mais d'un visage qui s'est détendu et qui est souriant, c'est déjà le début du passage vers l'aboutissement du deuil. Voilà, donc elle a fait ce qu'il fallait, c'est très bien. Alors après qu'elle ait dit, je ne sais même pas moi si étant présent, j'aurais dit ou bien, non, j'aurais pas dit ou bien, j'aurais dit oui. Ben voilà, voilà, vous l'avez vu sourire, ben c'est très bien. Voilà, il est détendu, il est parti, voilà, pas crispé, et ben c'est bien. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui n'est pas parti, qui s'est éteint. Et puis voilà, après ça contribuera à ce qu'elle garde cette image-là. Après, pourquoi la détromper sur on n'est pas sur le plan scientifique là. Non, d'accord, il n'y a pas de raison de la détromper, il n'y a pas de raison. Mais comme à propos des tables tournantes, il y a des raisons de dire c'est en dehors de la science, le sens que vous donnez. Que dire le sens que vous donnez est en dehors du champ de la science, ce n'est pas dire je vous donne tort, ni d'ailleurs je vous donne raison. C'est dire nous ne parlons pas de la même chose. Vous savez, sur le plan scientifique, notre problème, c'est qu'on se demande toujours pourquoi. Et donc on est curieux. Donc quand on voit quelque chose qu'on ne comprend pas, on essaie de le comprendre, on dit pourquoi? Pourquoi il y a ça? Et c'est sur cette base qu'on se place sur le plan scientifique. Il y a des fois où on est incapable de dire pourquoi dans l'état actuel de la science, en sachant que peut-être un jour on aura une réponse. Et puis il y a d'autres fois où... Hein? En en étant convaincu, en ce qui me concerne. Ouais. L'histoire des sciences montre que le mystère a quelquefois tenu longtemps, mais qu'il a toujours fini par être dissipé.
Moi, je pense que ce qu'on appelle les phénomènes parapsychologiques sont des phénomènes naturels qui sont produits par l'être humain et dont un jour on connaîtra les mécanismes, scientifiquement parlant. Et puis, quand on connaîtra ces mécanismes, il y a quand même des pas qui ne sont pas déjà engendrés, mais il y a des pas où on dit, tiens, en état modifié de conscience, ben, il semble que ces phénomènes se produisent plus facilement. Il y a des expériences qui se font comme ça à l'heure actuelle à l'université d'Édimbourg, où se trouve le plus important laboratoire de parapsychologie européenne. Bon, et on avance à petits pas, et quand on aura cette explication, eh bien, tout un chacun pourra continuer d'interpréter les faits comme il le voudra. Encore une fois, c'est le fait que moi j'ai mes convictions philosophiques personnelles, je ne les exprime jamais en public, mais le fait donc qui donne un sens, si vous voulez, à ce que je sais de la nature, puisque finalement la science c'est étudier le vivant et son environnement, qui donne un sens à ce que je sais, mais c'est une interprétation là aussi. C'est mon interprétation. Et comme on est, justement, dans l'interprétation, on rejoint l'imaginaire, et on est dans les rites de passage. Dans la littérature. Un de mes maîtres, qui est quelqu'un de bien oublié, mais enfin je vais citer son nom, puisqu'on peut aller voir dans Wikipédia, qui est le professeur Rémi Chauvin, qui était un éthologiste, un biologiste de la Sorbonne. Il a dit, dans je ne sais pas combien d'interviews, je suis catholique, lui aussi, comme mon père, et en tant que catholique, je crois en l'existence de Dieu et du diable. Il l'a dit dans des interviews, il a été très médiatisé à l'époque, il est mort il y a 15 ans. Et donc, je crois à l'existence de Dieu et du diable, mais en même temps, j'ai la conviction scientifique que si le Dieu et le diable se manifestent, c'est en utilisant les lois de la nature. Et en tant que scientifique, j'étudie les lois de la nature. Donc, il faisait très bien la distinction entre sa croyance religieuse qu'il ne cachait pas et sa production de scientifique. Bon, mais c'est comme ça pour tous les scientifiques. Si un scientifique sort de ce dualisme, eh bien, il ne fait plus de la science, il fait de l'idéologie. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Oui. Du coup, on a bien compris ce qui était appelé les phénomènes parapsychologiques. Je n'ai pas la voir, donc qu'est-ce que c'est que les phénomènes paranormaux, où on a constaté scientifiquement le résultat, mais qu'on ne saurait expliquer. Donc je vais vous redonner la définition. Le phénomène paranormal, c'est un phénomène que la méthode scientifique, les procédés de la science permettent d'authentifier. On est sûr qu'il se passe quelque chose, mais dont aucune théorie scientifique ne rend compte. À partir de cette définition, qui finalement est assez large, le tonnerre et la foudre, ça a longtemps été des phénomènes paranormaux, parce qu'on était sûr qu'ils étaient là, mais on ne savait pas comment ça se passait. Bon, et sous cette définition, vous avez une catégorie des phénomènes parapsychologiques, qui sont des phénomènes paranormaux, liés, semble-t-il, au comportement d'une personne. Et donc, c'est la liste qu'on connaît. Personnellement, pour ce que moi j'ai le plus étudié, c'est la voyance, et je préfère dire perception extrasensorielle, parce que c'est le terme scientifique, et l'action des guérisseurs. Et je préfère dire psychosynthèse. Voilà. C'est ça les phénomènes parapsychologiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Je voudrais revenir sur les tables tournantes. Est-ce qu'une table a des raisons physiques de tourner? Eh bien oui, et je vais même vous dire pourquoi. D'abord qu'elle ne tourne pas, elle oscille sur un pied et elle frappe, c'est pas pareil, mais on l'appelle tournante. Et il y a une raison très simple, si elle tourne, c'est parce qu'on la pousse. Alors bien entendu, chaque fois qu'on assiste à une séance de table tournante, eh bien, c'est toujours, c'est toi qui pousses, non c'est pas moi, c'est toi, etc. Mais il y a des mouvements musculaires inconscients qui se coordonnent, et on le sait depuis 1857.
et ce, parce qu'on a les équations de la table tournante, et ces équations ont été découvertes par un physicien que tout le monde connaît quand il est allé au lycée, qui s'appelle Henri Faraday. Bon. Donc Faraday a expliqué le mouvement des tables tournantes, qu'on le veuille ou non. Évidemment, ça ne se sait pas. Et pourtant, à l'époque, il y avait eu un article quand Faraday a publié ses résultats dans une communication à l'équivalent britannique de l'Académie des sciences, à l'Académie royale. Eh bien, il y a eu un article dans un journal français, l'Illustration, qui était le Paris Match de l'époque. Eh bien, ça n'a pas laissé grande trace dans la mémoire. Mais les tables tournent, comme on dit, alors qu'elles aussi, parce qu'on les pousse. Et alors, par contre, et là, il faudrait un très long développement, quand on parle du mouvement des tables, on oublie souvent un second phénomène, qui est l'obtention d'une information. Il y a des dizaines de lycéens qui ont demandé à la table tournante le sujet du bac. Bon, c'est arrivé, ça. Et plus souvent qu'on ne croit. Bon, donc on pose des questions, on joue le jeu. Esprit es-tu là? Coup pour oui, de coup pour non. Moi j'ai vu les pires mécréants, les athées les plus militants, dire esprit es-tu là? Eux aussi, ça ne coûtait rien de le dire. Donc esprit es-tu là? Oui, non. Bon, et on pose des questions, on obtient une information. Et là, si on obtient une information, bon, dans certaines conditions, je ne peux pas développer, eh bien on peut parler de perception extrasensorielle, si vous voulez, de voyance. Donc le véritable phénomène qui scientifiquement pose problème, c'est le jeu des questions et des réponses. Ce n'est pas le mouvement de la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Eric? Est-ce qu'il y en a qui ont eu le bac, c'est ça? Non, pas. Enfin, c'est un classique. C'est un classique quand on fait des enquêtes sur dans les familles, les cercles familiaux qui pratiquent encore la table tournante, qui se réclament un peu du spiritisme, ça revient assez souvent. Oui, on fait des tables tournantes, mon fils connaît ça depuis l'enfance, et quand il a eu 17 ou 18 ans, il dit, est-ce que l'esprit ne pourrait pas donner le sujet? Ça, c'est une constante. Je me demandais, pardon, oui, une question. En fait, j'ai l'impression qu'on considère là ce soir juste un ordre d'un point de vue très français. J'ai l'impression que dans le monde, il y a plein de façons de voir la mort, de faire des rituels. Voilà, je suis étonnée qu'on ne voit pas. En fait, c'était la question que j'allais justement. Du coup, c'était justement en fait, dire. C'est vrai que dans notre culture, il y a une façon assez justement triste, pour reprendre un terme qu'on a utilisé tout à l'heure, d'aborder la mort. Mais mettons, en Louisiane, ça avait de la musique. Au Bali, au Mexique, la fête de la mort, c'est hyper méga gay. Donc voilà, effectivement, qu'est-ce que ça dit de notre culture en fait et de la façon dont on enterre et on célèbre les morts? Alors il y a différentes choses d'ailleurs. Si vous qui êtes, si j'ai compris, donc une angliciste, vous savez qu'en Angleterre, quand même, le deuil, etc., le fait de participer au deuil, d'être en deuil, etc., il y a plusieurs termes, il y a 5 termes en Angleterre pour désigner le terme deuil en français. Donc c'est déjà, si vous voulez, quelque chose qui est très particulier. Par exemple, le mourning, en anglais, c'est le fait de participer à l'enterrement et d'être en deuil. Et c'est bien différent du... Je n'ose même pas prononcer le grief, ou je ne sais plus comment ça se prononce, c'est très difficile pour moi à prononcer en anglais, et le fait d'avoir un proche qui est décédé et d'être triste. Si en France, on dit qu'on est en deuil, il y a quand même un deuil entre perdre un enfant brusquement et assister à l'enterrement de son voisin qui habite à 15 rues de là. Donc en français, on n'a qu'un terme, donc les Anglais en ont plusieurs. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, si vous voulez, les rites funéraires, je dirais que sans justement rentrer dans de nombreuses démonstrations, il faut voir le mort pour réaliser qu'il est décédé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, il faut le cacher, et ensuite, il faut le métamorphoser. Et tout le reste, c'est de l'habillage. Alors quand je dis le reste, c'est de l'habillage, ça peut paraître soit provoquant, soit même choquant, si vous voulez,
Mais en fait, chacun va, c'est ce que je dirais, disent encore certains croyants qui disent que si Dieu existe, il y a plusieurs religions parce que chaque religion, eh bien, Dieu a mis des habits différents pour s'exprimer, si vous voulez. Et donc, effectivement, on a différents rites qui vont se manifester. Alors, donc, pour moi, si vous voulez, pour répondre à votre question, j'ai souvent l'impression, effectivement, dans certains débats, il y a une partie, je dirais, un peu d'exotisme, si vous voulez, d'accord? Et on peut aller très loin dans l'exotisme, puisqu'on a, par exemple, quelque chose qui est bien connu, qui a été supprimé dans les années 50, qui est, dans les dernières cultures qui l'ont pratiqué, qui est l'exocannibalisme, c'est-à-dire l'endocannibalisme, c'est-à-dire le fait de manger ses morts. Et en fait, le fait de manger ses morts, c'est exactement la même chose qu'il faut effectivement les cacher d'une façon ou d'une autre. Donc, par exemple, c'était dans nos sociétés, on dit, dans une même famille, vous avez des crémations, et le père peut disparaître sous forme de crémation, la mère peut être enterrée, et puis si un enfant décède, on peut avoir une crémation et récupérer ses cendres, etc. Donc des choses qui sont très différentes. Et déjà les Grecs disaient, oh, le tout c'est de cacher le mort, que ce soit dans le feu ou sous terre, c'est la même chose. Mais en revanche, si vous voulez, pour répondre, je dirais, vraiment à votre question, en dehors de l'habillage, il y a quelque chose qui a été dit par Michel au début, si vous voulez, qui me semble très important, et qui est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres cultures, et qu'on retrouve en France, enfin dans le monde, je dirais, occidental, et qui en fait explique beaucoup de choses et qui est sans rapport avec la mort biologique. C'est cette question, si vous voulez, de savoir quand est-ce qu'on meurt. Et donc, effectivement, Michel nous a dit, en tant qu'anesthésiste, il est là pour, je veux dire, que chacun défendant, représentant son élément, que c'est l'arrêt du cerveau. D'accord, en gros, c'est la mort cérébrale. Mais ça, c'est quelque chose qui, dans de nombreuses cultures, si vous voulez, ne va pas de soi. D'accord. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des cultures, chez certaines tribus amazoniennes, le terme mort n'existe pas. C'est fatigue, fatigue, fatigue. C'est-à-dire que la mort serait un état où on va passer progressivement, si vous voulez, on va y passer progressivement en étant de plus en plus fatigué. Et dans nos sociétés, le plus difficile, si vous voulez, actuellement, c'est cet état. C'est-à-dire qu'on a un discours qui dit c'est la mort cérébrale, mais en fait, le discours, c'est ce que nous ressentons, nous, ce n'est pas la mort cérébrale. Et c'est quelque chose, je dirais, qui est très difficile, parce qu'il faut y faire attention, parce que ça impacte nos vies. D'accord ? Je vous prends deux exemples. Deux morts cérébrales. Vous avez une arrière-grand-mère qui a 95 ans. Elle est atteinte de maladie d'Alzheimer depuis 10 ans. Au départ, vous alliez la voir, vous reconnaissez un peu, puis elle vous a plus reconnu, etc. Et chaque fois que vous allez la voir à l'EHPAD, vous y allez de moins en moins d'ailleurs. Le personnel soignant vous dit, oh, vous savez, ça ne va pas bien, il n'y en a plus pour longtemps, et puis ce serait une délivrance. Ça, c'est une solution. Et ensuite, vous avez un enfant, et puis les deux décèdent. L'enfant, il décède sur sa moto, au téléphone un jour, allô, gendarmerie nationale, je voudrais vous annoncer que votre fils vient de décéder sur l'autoroute. Et à côté de ça, vous avez un téléphone qui vous dit un matin, ah, votre arrière-grand-mère est décédée. Les réactions vont être totalement différentes. Et pourquoi les réactions vont être totalement différentes? C'est parce que dans le cas de votre arrière-grand-mère, elle a commencé à décéder, ça fait très longtemps. Elle a commencé à être fatiguée, puis fatiguée, puis fatiguée, puis fatiguée, si vous voulez. Et donc, c'est dans ces conceptions de la mort, pour répondre à votre question, qu'effectivement, il ne faut pas trop s'attacher, finalement, enfin, de mon point de vue, à tout ce qui enrobe, parce que ça, c'est chacun pour soi, et je dirais que je ne suis pas trop d'accord avec notre collègue, même scientifique, parce que la mort, si vous voulez, le problème qui se pose, c'est que la mort, jamais personne ne l'a vécu. Je dis souvent ça en souriant, un seul cas publié d'une personne qui en serait revenue, Jésus, si vous voulez. Donc, on ne sait pas ce que c'est que la mort, donc on n'a pas l'expérience de la mort, donc elle échappe à toute logique mathématique. Nous sommes bien d'accord. Vous savez, les statistiques, c'est fait pour les grands nombres. Les choses
Pas forcément. Oui, Pas forcément. mais en tout cas, il existe une théorie des petits échantillons. mais en tout cas, si vous voulez, on n'a pas ça. Donc il y a ça. Mais en tout cas, il y a cette perception effectivement de la mort, c'est-à-dire à quel moment le sujet décède. Et ça, dans nos sociétés, si vous voulez, c'est très probant. Vous êtes tous, moi je vous regarde, là, vous êtes tous là avec des masques. Nous, on a la chance ici de ne pas en porter parce qu'on nous a dit que d'ici demain soir, on pouvait ne pas en porter. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé en France? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? On ne va pas refaire l'histoire. D'accord? Mais vous avez énormément de gens qui sont décédés, mais c'est dans les EHPAD. D'accord? Et ça n'a pas trop touché la société. Pourquoi ça n'a pas trop touché? Imaginez que le même taux de mortalité se soit produit chez les enfants entre 5 et 15 ans. On ne serait pas là ce soir, il y aurait une révolution, etc. Tandis que dans les EHPAD, on l'a bien accepté. Pourquoi on l'a bien accepté? Parce que je veux dire, les gens ils ont vécu déjà pas mal de temps. Quand vous dites de quelqu'un il a vécu pas mal de temps, d'accord, et il est déjà mort, en fait. Il y a ça, si vous voulez, qu'il faut se méfier dans la vie. Et il y a une autre chose dont il faut se méfier, c'est que vous avez des termes qui sont terribles. C'est par exemple quand on vous annonce que vous avez un cancer. Pour la plupart des gens, ce terme veut dire qu'ils vont bientôt mourir. Je me souviens, si vous voulez, moi j'étais médecin, j'ai exercé pendant un peu de temps, c'était une patiente qui avait un cancer. On appelait ça cancer de la thyroïde. Et on l'a fait opérer. En fait, il n'y a jamais personne qui meurt d'un cancer de la thyroïde. Et donc quand elle est venue me voir, je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, etc., c'est un cancer. C'est une erreur terrible de ma part. J'aurais dû dire n'importe quoi, c'est un odieux, froid, chaud, n'importe quoi. Sinon c'est un cancer, c'est pas grave, c'est 99,9% de gens qui guérissent. Je la revois un an plus tard, elle avait maigri, etc. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Et puis je vous ai vu, docteur, je pense à cette chose. Et si je faisais partie du 0,1%? D'accord. Et donc, il y a ces mots qui sont terribles, parce qu'actuellement, on guérit plus de 50% des cancers. Ceux qu'on ne guérit pas, ils ont des taux de survie qui sont souvent très importants, d'accord. Et pourtant, au moment où on vous le dit, quand on vous annonce, si on vous annonce l'un de vos proches un cancer, et bien en fait, instinctivement, on a une mécanique qui se met en place, qui commence à se dire, ah mais peut-être un jour il va mourir. Et ça nous rapproche de ces populations qui pensent que la mort n'existe pas, mais qu'on est de plus en plus fatigué. Donc c'est la réponse que je voulais vous donner, si vous voulez, parce qu'effectivement, on parle toujours de culture, etc. Voilà, après, au Mexique, ils sont pas, je dirais, je connais pas trop le Mexique, mais je connais la Bolivie, effectivement, c'est plutôt sympathique de venir avec un orchestre jouer devant le cimetière. En fait, ils jouent devant un cimetière, comme nous, on va porter des fleurs à notre arrière-grand-mère qui est morte il y a 15 ans. Quoi. Donc, effectivement, la fête de la Toussaint en France, c'est celle où les gens se déplacent le plus. Donc, chacun d'entre nous, ici, dans cette salle, en fait, qu'il le veuille ou non, a pensé à ses morts le jour de la Toussaint. Mais personne ne s'est peut-être effondré. On aurait pu y aller avec un orchestre. Mais pour le reste, c'est une question qui me vient. Dans les sociétés où ils croient à la réincarnation, est-ce qu'ils arrivent à faire leur deuil? La réincarnation, en fait, c'est une croyance qui est... c'est plus complexe hein, qu'il n'y paraît, parce que d'abord, si vous voulez, en fait, déjà, la question qui se pose, ça regroupe ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on dit, par exemple, on parle des âmes, d'accord. Moi, il y a une société que je connais très bien, qui sont les Yakoutes, qui est un peuple de nord de Sibérie orientale. Chez les Yakoutes, vous avez 3 âmes. Donc, déjà, pour le spiritisme, c'est plus compliqué, quoi. Il y en a une qu'on perd au moment du décès, en gros, le souffle vital. Il y en a une autre qui va entreprendre un chemin de 40 jours, mais on ne sait pas trop vers où. Okay. Et ensuite, il y en a une autre qui va rester dans la tombe. Alors ça a plusieurs implications sociétales. Alors que les Yakoutes, par exemple, au XVIIIe siècle, ont fait des tombes très riches, et que ces tombes sont gelées, et qu'elles sont à la portée de n'importe qui, aucune tombe n'a jamais été pillée. Vous vous intéressez, alors qu'en Égypte, par exemple, tout a été pillé. Pourquoi elles n'ont jamais été pillées? Parce que les gens toujours ont peur, parce que celui qui est à l'intérieur, il n'est pas vivant, mais il y a une de ces entités qui est vivante. Et comme il y a une de ces entités qui est vivante, eh bien même les Yakoutes à l'heure actuelle, qui sont devenus orthodoxes, et qui croient toujours, vous ne pouvez pas aller où. Il faut attendre 40 jours pour aller au cimetière. En fait, le temps que ce soit ça. Et ensuite, vous pouvez y aller, mais pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, c'est terminé. C'est interdit d'aller au cimetière. C'est-à-dire quand vous regardez un cimetière Yakoute,
La première fois, vous croyez que c'est abandonné. Pour moi qui suis un archéologue, je passe à côté, je dis, on va pouvoir fouiller. Mais pourquoi? Je dis, mais c'est abandonné. Ben non, c'est un cimetière normal. Pourquoi? Parce que c'est interdit d'aller sur les tombes plus de 3 ans. Donc c'est effectivement pour marquer la fin du deuil. Donc bon, je ne réponds pas directement à ta question. C'est compliqué, c'est sûr. Et ça, c'est la question qui a été posée sur les autres sociétés qui n'ont pas du tout les mêmes démarches que... Ils n'ont pas les mêmes démarches, mais en tout cas, pour celles qui croient en réincarnation, ça revient le même de penser, je veux dire, dans la religion chrétienne, je dirais, après on parle de religion chrétienne, mais c'est très différent entre Saint Paul maintenant et les adventistes du 7e jour et nous, il y a quand même beaucoup de différences. Hein. Mais dans la religion chrétienne, si vous voulez, il y a cette partie comme quoi, je veux dire, quand même, l'âme irait au ciel, hein, mais que ce ne soit pas marqué dans les évangiles. Hein, mais quand on a demandé à Jésus qu'est-ce que vous en pensez, Jésus a dit c'est très compliqué cette histoire. C'est ce qu'il a répondu, hein, c'est marqué dans les évangiles. Donc ensuite, ça a été interprété de cette façon-là. Et donc, si vous voulez, c'est une des questions qui se pose, par exemple, moi quand j'écoute, vous me dites qu'est-ce qui se passe ce soir, on parle beaucoup d'Occident. Mais si nous avons la réunion que nous avons ce soir, c'est parce que nous sommes en Occident et en France. Moi, j'ai été médecin généraliste pendant 5 semaines par an, pendant 12 ou 15 ans, dans un cimetière de l'Égypte, dans un cimetière, parce que je fouillais un cimetière à l'époque prédynastique, mais dans un village de l'Égypte profonde. Je peux vous dire que le débat qu'on a ce soir, on ne risquerait pas de l'avoir. Hein. Parce que, pourquoi on ne risquerait pas de l'avoir? Parce que la mort est prise en charge dans un rituel. Donc nous, en Occident actuellement, si vous voulez, comme le sentiment religieux s'est retiré, on arrive à faire ce qu'on appelle une dissection de la mort. Ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est de façon assez, je dirais, sympathique, ou du moins je l'espère, essayer de discuter de la mort tranquillement, etc. Dans le village égyptien où j'étais, il y avait pas, alors il y avait sur le côté droit de la route, c'était des coptes, et sur le côté gauche, c'était des musulmans, d'accord? Donc il y avait vraiment 2 religions différentes. Mais personne ne parlerait de la mort. Je veux dire, on sait que quand quelqu'un décède, il y a tout l'acte rituel, si vous voulez, est intégré. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens, est-ce que vous allez faire votre deuil? Est-ce que je me vois, je veux dire, si j'allais poser un copte qui vit dans le village d'Adaïma, même aujourd'hui, est-ce que vous avez aimé votre grand-mère ou est-ce que vous l'aimez? Au mieux, il me prend pour un fou. Au pire, de toute façon, je suis condamné à sortir du village. On ne peut pas en parler. Il n'y a pas de problème. Sa grand-mère est décédée, elle est auprès de Dieu, d'accord? Et d'ailleurs, il y a une personne dans le village qui voit régulièrement les morts. Donc ça, du côté musulman, c'est pareil. Si vous voulez, si elle est décédée, on va l'inhumer, elle est au paradis d'Allah, et on ne va pas commencer à discuter de savoir si on l'a aimée ou pas aimée. Elle est heureuse. C'est fini. Il n'y a personne qui va oser poser une question. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, la différence entre notre culture et les autres, c'est que nous sommes là. Et en nous, on est là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui, depuis le XVIIIe siècle, s'est déchristianisée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Quand je dis on est dans une culture chrétienne, parce que c'est souvent ce que je dis, le lundi, le dimanche, quand vous passez devant une église, vous avertissez pas le salut parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui pensent qu'ils sont en train de manger Dieu. D'accord? Et si dans le même temps, sur le trottoir, vous voyez quelqu'un avec une brosse à dents et qui dit que c'est son chien, vous appelez le salut. Donc ce qui montre, c'est qu'on est dans une société chrétienne. Mais en revanche, par exemple, pourquoi les religions disparaissent? Les religions disparaissent parce que les gens n'y croient plus. Ils ont du mal à adhérer. La religion, c'est chrétienne, le catholicisme en France, pourquoi il disparaît? Mais parce que les gens n'y croient plus. Pourquoi les gens n'y croient plus? Parce que, alors je dirais, j'ai beaucoup d'amis, parce que c'est une question qui m'intéresse, donc j'ai évidemment beaucoup d'amis prêtres, etc. Et autres, et comme disait mon collègue, je ne vais pas rentrer dans des questions de philosophie personnelle. Mais si vous perdez un enfant aujourd'hui, et que vous allez à l'église, et que vous avez un prêtre qui vous accueille, et il y en a de plus en plus qui sont comme ça, Dieu merci, c'est le cas de le dire, et qui vous dit écoutez, je suis très triste, etc. Et si vous rentrez dans une église aujourd'hui, que vous avez perdu un enfant, et que le prêtre vous dise
vient d'aller au paradis, et vraiment c'est le plus beau jour de sa vie, ça va jeter un froid dans l'Assemblée. Si vous voulez. Or, ça se faisait encore au début du XXe siècle. Ça se faisait encore au début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Si vous rentrez, ça veut dire ça. Et donc il y a cette disjonction qui fait qu'ils n'y croient plus, et donc on se tourne désormais vers je dirais, ou vers des cérémonies laïques, qui représentent actuellement plus de 50% en France, ou alors, effectivement, il y a ce retour vers, c'est ce que vous disiez, madame, on a besoin d'en parler. D'accord ? C'est pas parce qu'on a évacué une partie du christianisme du roi qu'on ne peut pas en parler. Et donc, si on a besoin d'en parler, ben, on se tourne vers ce qui existe. D'accord ? Donc, si on ne croit plus au christianisme, on va se tourner vers d'autres prêtres. Ça, on va essayer de tenter d'autres religions, le bouddhisme, etc. On peut se tourner vers le spiritisme. Ça, et effectivement, si en plus vous êtes en détresse, c'est ce que disait Michel, vous allez voir votre médecin, qui, dans ce cas-là, se trouve devoir assumer des fonctions qui avant étaient assumées par le prêtre. Oui. Ou alors, si vous êtes bien parce que vous pensez à par exemple, à votre époux décédé, et que vous parlez tous les jours avec lui et que ça ne vous pose pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais si votre voisine vous dit, écoute, tu parles avec lui, mais si en plus il peut te donner des renseignements, vous demandez effectivement ce qu'il dit. Tout ça, on le comprend effectivement, c'est humain, ça se comprend. Mais effectivement, les cultures, si vous voulez, la question que vous posiez, donc c'était un développement un peu long, ces cultures, les rites funéraires, il faut que ce soit compris dans quelque chose qui soit intégré. C'est le plus important. Si les rites funéraires, c'est intégré. Et à partir du moment où c'est plus intégré, ben effectivement, on peut décomposer ça en différentes salles. Après, on essaye de faire venir, effectivement, vous l'avez dit, madame, des accoucheurs, ou des sages-femmes, ça, avant, on faisait venir le prêtre. Je veux dire, moi, mon père est décédé il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la chance qu'il décède chez lui à la campagne. Le prêtre est venu dans l'heure qui suivait, discuter déjà des modalités, etc. Donc finalement, j'ai appliqué, si vous voulez, pour moi-même et pour ma famille, le principe qui était celui que finalement je regardais dans mon village d'Anaïma en Égypte, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à se poser des questions, etc., rentrant dans quelque chose d'intégré, et puis ça va bien se passer. Oui. Donc voilà, enfin, c'est un peu ce qu'on peut dire, je pense. Et j'ai encore une question. Dernière question. La question c'est les gens meurent à l'hôpital maintenant. Ils ne meurent plus à domicile. Est-ce que vous avez vu un changement après l'élaboration du deuil et le fait qu'on ne soit plus dans le cadre familial et qu'il y ait cette mort un petit peu désincarnée, je dirais. Voilà, on est isolé, on a des fois du mal à aller voir la personne qui va mourir parce qu'il y a les mesures d'hygiène, la réanimation et des choses comme ça. Est-ce que vous avez constaté sur le plan scientifique des changements après dans l'élaboration du deuil? Alors, je dirais que ce qu'on observe, c'est une réponse de Normand, c'est-à-dire que les choses se sont complexifiées. Et elles se sont complexifiées, mais pas uniquement à cause de l'hôpital. Si vous voulez, on parle souvent des retraites. Moi, ce que j'aime bien, quand on parle des retraites, si vous voulez, c'est ce que disait un représentant de la CGT en 1945. En 1936, l'âge de la retraite a été mis à 62 ans. Et en 1945, le gouvernement a dit non, il y a eu la guerre, tout ça, il faut faire un effort, 65 ans. Et un délégué de la CGT est allé à la tribune de l'Assemblée et a dit, les 65 ans, mais les ouvriers seront morts à cet âge-là. Effectivement, l'espérance de vie à la naissance en 1945 en France, c'était 65 ans. Et il y avait 13 ans de différence à l'époque entre l'espérance de vie pour les ouvriers et les cadres. C'est à peu près la même chose actuellement en France. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la plupart des gens qui rentrent à la retraite, et peut-être si d'entre vous, il y a des gens qui ont plus de 60 ans, ils ont tous eu leur grand-père, leur arrière-grand-père, leur grand-mère, etc. Les gens partaient à la retraite, moi j'ai vécu ça étant jeune, les gens partaient à la retraite à 65 ans et puis ils mouraient entre 65 et 70, si vous voulez. Donc actuellement, on se retrouve avec depuis, nous avons vécu, là c'est l'anthropobiologiste qui vous parle, une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité s'est passée en 1970 et 1980, avec des médicaments qui sont apparus pour traiter l'hypertension artérielle, et qui font que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,
on a eu une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, non pas en raison d'une diminution de la mortalité infantile qui était déjà très basse, mais en raison d'une augmentation de l'espérance de vie. Ce qui fait que ça a d'énormes répercussions. On en parle encore, c'est la question des retraites, qui, je dis ça en souriant, vous comprenez bien. Au départ, les retraites, si vous voulez, c'était conçu, c'était bien avant le Front populaire, mais c'était conçu pour finalement aider à la fin de vie de ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Comme je dis souvent en plaisantant, ça n'a jamais été fait pour permettre aux gens de faire du golf après 65 ans. C'était pas ça. Ça c'est une plaisanterie. Mais en dehors de ça, ça veut dire que vous avez beaucoup de gens qui décèdent. Eh bien, leurs enfants ont 70 ans. Donc ça rejoint ce que tu disais à propos de l'hôpital. C'est-à-dire qu'avant, quand les gens décédaient à 60 ans, leurs enfants avaient 40 ans. Ça avait d'énormes implications économiques parce qu'il y avait des héritages qu'on pouvait l'envoyer, etc. Tandis que maintenant, les gens ils décèdent à 90 ans, une partie, ceux qui ont de la chance, et leurs enfants en ont 70, des fois 65. Eux-mêmes, certains sont décédés, puisque vous savez, on parle de la mort, mais il y a une grande question qui se pose. Moi, j'ai participé dernièrement à un café mortel, et il y a quelqu'un qui disait, quand on perd ses enfants, ils sont orphelins, mais quand on perd ses parents, il n'y a pas de terme. Alors, soi-disant qu'au Canada, il y a un terme qui est en train d'apparaître. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, en fait, perdent leurs enfants. Et ils perdent leurs enfants, mais quand ils ont 90 ans. Et donc, on se retrouve effectivement quelqu'un qui perd ses enfants à 80 ans, ce qui a finalement, il perd des gens qui ont 60 ans. Il le perd, lui-même décède à l'hôpital à 90 ans, et donc je retombe sur la question que tu me poses. Ben là, qui c'est qu'il y a? Il y a ses petits-enfants. Et donc, il y a déjà une distance de génération qui se passe. Donc, le phénomène est plus complexe que si ce n'est pas uniquement un abandon des personnes âgées. J'ai plus de questions. Alors que l'on conclut, alors c'est un peu compliqué de conclure sur une thématique comme celle-là. J'ai envie de vous dire que c'était mortel, cette discussion. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rester un peu pour échanger éventuellement, parce que c'est vrai que c'est pas évident de sortir de cette thématique. Donc voilà, on reste là. Donc n'hésitez pas. Soyez prudents en rentrant chez vous. Soyez prudents en rentrant chez vous. Revenez au théâtre. Anna, tu vas présenter Oiseau, je crois, pour un spectacle, enfin c'est un spectacle pour enfants. Dans 2 ans. Dans 2 ans, et tu reviendras avant. Si je ne suis pas morte, je serai là. Merci beaucoup et on a rendez-vous pour un prochain université dans quelques mois. Merci beaucoup. beaucoup.